Une policière militaire est retrouvée blessée par balle dans son salon, à Brás, São Paulo. Son mari affirme qu'elle s'est tirée dessus. La police enregistre cela comme un suicide et l'affaire, en théorie, serait classée. Mais il y a certains éléments qui restent non élucidés. La voisine a entendu le coup de feu à 7h28, il a appelé les secours à 7h57, soit presque 30 minutes plus tard, et le sang était déjà coagulé lorsque les pompiers sont arrivés. L'arme était dans la main de la victime d'une façon jugée non naturelle par les spécialistes. Et après qu'elle ait été transportée en hélicoptère dans un état très grave, l'homme a pris une douche, même si la police lui avait demandé de ne pas le faire. Et c'était déjà la deuxième fois ce matin-là, car il a dit qu'il était sous la douche au moment du tir. Aujourd'hui, la justice enquête sur l'affaire comme un féminicide. Mais qu'est-ce qui s'est exactement passé dans cet appartement? Que disent les rapports et qu'ont enregistré les caméras? Et aussi, qu'est-ce qui reste encore sans réponse? C'est ce que nous allons détailler dans la vidéo d'aujourd'hui, sans supposition, seulement les faits dans l'ordre où ils se sont produits. Je suis Marcos Campos, soyez les bienvenus ici. Chaque semaine, il y a plusieurs épisodes. Abonnez-vous pour ne manquer aucune nouveauté, aucun épisode récurrent. Devenez membre si vous le pouvez, ça m'aide beaucoup. Laissez un like, un commentaire, même un emoji, puis passons aux faits. Le 18 février 2026, la policière militaire Gisèle Alves Santana, âgée de 32 ans, a été retrouvée blessée par balle dans le salon de sa maison, dans le quartier du Brás, à São Paulo. Elle était allongée entre le canapé et le meuble TV du salon, avec une blessure par balle à la tête, faible mais respirant encore. À 8h55, elle a donc été transportée par un hélicoptère Águia de la police militaire vers un hôpital. Mais elle était dans un état très grave et son décès a été confirmé à 12h15. Son mari, le lieutenant-colonel Geraldo Leite Rosaneto, âgé de 53 ans, est celui qui a appelé les secours. Et dès le premier instant, sa version a toujours été la même. Son épouse s'était tirée dessus elle-même. Au début de l'enquête, il n'était pas considéré comme suspect, ni en examen, ni rien de tout cela. Il se présentait comme quelqu'un qui collaborait avec les autorités. Mais là, pour comprendre ce qui s'est passé ce matin-là, je pense qu'il faut qu'on connaisse un peu le contexte de ce mariage, pas vrai? Gisèle et Gérald ont été en couple en 2023 et se sont mariés en 2024. Elle avait déjà une fille de 7 ans d'une relation précédente et la petite fille vivait avec eux le jour de la tragédie. Cependant, la fillette n'était pas chez sa mère avec son beau-père, elle était chez ses grands-parents maternels. La famille elle-même a ensuite indiqué que la fillette avait voulu rester là-bas à cause des disputes et des bagarres fréquentes entre sa mère et son beau-père. Ensuite, sur ce point, le lieutenant-colonel a reconnu que le mariage était en crise. Il a dit qu'il y a 6 mois, le couple dormait dans des chambres séparées et que les problèmes auraient commencé lorsqu'ils ont cessé de travailler dans le même bataillon. C'est alors que des insinuations de trahison de sa part et de la jalousie de la sienne sont apparues, des sentiments qui ont miné leur relation, jusqu'à ce qu'en vivant sous le même toit, ils ne parviennent plus à cohabiter. Lorsque Geraldo a dit à Gisèle qu'il préférait le divorce, elle, selon lui, l'a bien accepté. Et c'est ce désespoir face à l'aversion du lieutenant-colonel qui l'aurait poussé à tirer sur elle-même. La famille de Gisèle, cependant, a contesté cette aversion, dès le début. Ils ont dit qu'elle n'était pas dépressive, qu'elle était très attachée à sa fille, qu'elle aimait la vie, et que contrairement à ce que Gérald a affirmé, c'était elle qui voulait la séparation. La version du mari et l'appel enregistré. Gérald a dit qu'il était sous la douche quand il a entendu le coup de feu. Alors il est sorti de la salle de bain et il a trouvé Gisèle, déjà blessée par balle, allongée sur le sol de leur salon. Ensuite, il a appelé les secours, cet appel a été enregistré. Police militaire, urgence, lieutenant-colonel Neto. Ma femme qui est policière. Ela se matou com um tiro na cabeça. Manda o resgate, uma viatura aqui agora, por favor. O senhor verificou a respiração dela, senhora? Elle est grièvement blessée, balle dans la tête. Envoyez une ambulance immédiatement. En tant qu'excellents enquêteurs, vous avez sûrement noté un détail de cet appel. À un certain moment, l'opératrice demande s'il a vérifié la respiration de sa femme, de la femme. La réponse du lieutenant-colonel indique que la victime présentait encore des signes de vie, bien qu'il ait déjà affirmé auparavant qu'elle s'était suicidée. Il dit « Elle est très gravement blessée, s'est tiré une balle dans la tête, envoyez les secours vite ».
Ce qui s'est passé dans les heures suivantes est le suivant. Les secouristes ont réussi à réanimer Gisèle sur place à 8h55. Elle a ensuite été transportée en hélicoptère, encore en vie, vers un hôpital pendant que les ambulanciers travaillaient sur place. À l'intérieur de l'appartement, le mari est resté dans le couloir de l'immeuble, au téléphone, parlant avec ses supérieurs. L'un des appels, d'ailleurs, a été passé au juge Marco Antonio Pinheiro, du tribunal de justice de São Paulo, qui s'est rendu sur place à 9h07. Les deux hommes sont montés ensemble à l'appartement. À 9h18, le juge est réapparu dans le couloir. 11 minutes plus tard, le lieutenant-colonel est revenu habillé différemment et des témoins ont dit qu'il aurait aussi pris une douche entre-temps. Même après avoir été conseillé par les policiers présents de ne pas le faire, des policiers militaires ayant participé à l'incident ont affirmé qu'il est revenu avec une forte odeur présumée de produits chimiques. Plus tard, l'expertise a trouvé du sang dans la salle de bain et il est indiqué que le juge, que le lieutenant-colonel a appelé, a été invité à l'appartement en tant qu'ami du lieutenant-colonel et que d'éventuelles explications des deux seront évidemment présentées à la police judiciaire. L'avocat de la famille veut évidemment comprendre tout cela, non? Ce même jour, en fin d'après-midi, 3 femmes, qui se sont identifiées comme policières militaires, sont allées à l'appartement pour le nettoyer. Selon les informations disponibles, l'action a été autorisée après que l'expertise ait terminé son travail. C'est dans le but, disons, d'épargner la famille de Gisèle, n'est-ce pas? Quand ils iraient là-bas récupérer les affaires de leur fille, ils se retrouveraient face à cette scène, n'est-ce pas, compliquée. Il paraît que l'initiative s'est venue des supérieurs de Gisèle elle-même, pas du lieutenant-colonel. Eh bien, le soir, les caméras de sécurité de l'immeuble ont enregistré le lieutenant-colonel revenant à l'appartement accompagné. Après plus d'1 heure, il est parti avec des vêtements et objets personnels. Tous ces mouvements à l'extérieur de l'appartement sont documentés par les caméras de sécurité de l'immeuble. Concernant l'état de l'appartement, les rapports de la police technique et scientifique indiquent que la scène n'a pas été correctement préservée, ce qui a empêché les experts de déterminer avec précision la dynamique du tir. Une vidéo enregistrée après le départ des secouristes montrait les meubles en désordre, un peu déplacés, et des chiffons de nettoyage éparpillés sur le sol. Et l'avocat de la famille a déclaré que l'appartement était dans un véritable désordre, le lieu n'a pas été préservé. Mais il convient ici d'apporter une précision importante à ce sujet, n'est-ce pas, les amis? En cas d'intervention, comme déjà constaté lors de diverses affaires criminelles ici, ces urgences, la préservation des lieux est presque toujours compromise, car les secouristes doivent parfois déplacer les meubles. Parce qu'ils sont concentrés sur la victime, n'est-ce pas? Alors s'il arrive qu'ils marchent sur des taches de sang, leur objectif est d'essayer de sauver la victime. Donc c'est en quelque sorte une norme et cela ne constitue en soi une preuve de rien. Et quelles sont les premières incohérences soulevées par les enquêteurs? Avec l'accumulation d'informations dans les jours suivants, rapports, témoignages de voisins, familles, secouristes, les enquêteurs ont alors décidé d'élargir l'analyse de l'affaire, commençant à la traiter comme une mort suspecte et à envisager la possibilité d'un féminicide. Le mari est alors devenu une personne d'intérêt dans l'enquête et le premier ensemble d'incohérences concernait la chronologie de ce matin-là, d'accord? Une voisine aurait alors entendu un fort bruit de coups de feu vers 7h28 et l'appel du mari à la police a eu lieu à 7h57 au. Donc presque une demi-heure plus tard, les pompiers sont arrivés à 8h, 8h14. Quand ils sont arrivés, le sang de Gisèle était déjà coagulé. Et la coagulation, les gars, commence environ 20 secondes après la blessure. Et le processus se termine entre 5 et 15 minutes, ce qui correspond donc à l'heure rapportée par la voisine et non à l'heure de l'appel du mari. Il y a une fenêtre d'environ 30 minutes qui sépare les deux références temporelles. De plus, un pompier a rapporté que le mari n'avait pas de traces de sang qui indiqueraient qu'il avait tenté de secourir la victime d'une quelconque manière. Là, le comportement de Geraldo pendant l'intervention a également été observé et signalé aux enquêteurs. Pendant l'agitation dans le logement, il s'est éloigné, est sorti dans le couloir et est resté au téléphone, comme nous l'avons vu. Mais il est aussi important de dire que chaque personne manifeste le choc de manière différente, n'est-ce pas, les amis? Mais malgré cela, le fait a été enregistré. Qu'ont observé les experts sur la scène? 3 spécialistes ont analysé toutes les preuves disponibles.
Il est important de souligner qu'aucun d'entre eux ne fait partie de l'enquête officielle. Les analyses sont techniques, basées sur les images de l'enquête et sur les rapports publiés. Le point central soulevé par les trois a été la position de l'arme dans la main de Gisèle. Rodrigo Almeida, Rodriguez, secouriste avec 15 ans d'expérience qui est intervenu sur l'incident, a déclaré que l'arme était très bien placée dans sa main, d'une façon qu'il a dit n'avoir jamais vue dans des cas de tir commis par la victime elle-même. Il a trouvé cette scène tellement atypique qu'il a décidé de la photographier avant que quoi que ce soit ne soit modifié. Très sage, n'est-ce pas? Quant à François Elmer, directeur de l'Association nationale des experts criminels fédéraux, qui a bien précisé ne pas être impliqué dans l'enquête, il a expliqué pourquoi cela attire l'attention. Quand quelqu'un se tire dessus, il perd immédiatement connaissance et toute sa musculature se relâche complètement. Il est donc courant que le bras tombe et que l'arme se détache de la main. Les cas où l'arme reste dans la main après le tir sont très spécifiques. Généralement, la personne était assise sur le canapé ou sur un lit et cette position a empêché l'arme de tomber. Cet expert-là, Elmer, a souligné qu'il n'est pas impossible que quelqu'un se suicide et garde l'arme dans cette position, mais que la situation soulève des doutes. Un deuxième expert, qui a préféré rester anonyme, a ajouté un autre point à partir des images de l'enquête. La main de Gisèle, celle qui tenait l'arme, était pratiquement sans trace de sang. Quand quelqu'un se tire une balle dans la tête, on s'attend à voir des gouttelettes de sang sur la main. L'absence de cela a soulevé, selon ses mots, la possibilité que l'arme ait été placée dans sa main après le tir. En plus de ces éléments, la douille de la balle n'a pas été retrouvée sur les lieux. De plus, bien sûr, il faut un expert spécialisé, mais il existe aussi d'autres preuves qui pourraient confirmer si le tir a été effectué par elle ou non. Il y a plusieurs tests à ce sujet. Je ne vais même pas entrer dans les détails ici car je n'ai trouvé personne qui en parle. Mais il existe d'autres, je dirais, éléments de preuve scientifiques, des analyses très minutieuses, enfin qui pourraient certifier si le tir est parti de sa main ou non. Mais enfin, en ce qui concerne l'arme, une Glock calibre 0,40 appartenant à Geraldo lui-même, le lieutenant-colonel a expliqué qu'elle était gardée dans une boîte dans la chambre, au-dessus de l'armoire, normalement fermée à clé. Ce jour-là, selon lui, la porte était ouverte et les examens balistiques n'ont révélé aucun résidu de poudre sur la main de Gisèle, ni sur celle de Geraldo. Mais il est également important de préciser que l'absence de résidus n'est pas concluante. Dans certaines circonstances, cela peut arriver même si la personne a tiré avec l'arme. Encore un point ici qui nécessite une analyse plus approfondie et spécialisée, n'est-ce pas? S'il y a un expert qui nous regarde, s'il vous plaît, laissez un commentaire ici. Je l'épinglerai certainement si cela contribue à notre discussion, au rapport et à l'exhumation. Le rapport nécroscopique, réalisé le 19 février, un jour après la mort, indiquait déjà des lésions au cou de Gisèle, mais ne les classait pas comme contondantes. Face à tous les doutes soulevés, la famille a donc demandé l'exhumation du corps afin que de nouveaux examens soient réalisés le 6 mars. La justice a donc autorisé et le nouveau rapport a été direct. Des lésions au visage et dans la région cervicale causées par la pression des doigts avec des marques d'ongles sur la peau. Le document a décrit techniquement des lésions contondantes par pression digitale et des écorchures compatibles avec un stigmate. Ongleux. On ne parle plus technique ici, n'est-ce pas? Un second examen, effectué juste après la mort, avait aussi révélé des lésions compatibles avec une pression digitale, d'accord? Mais le premier rapport n'avait pas accordé l'importance nécessaire à cela. Il est important de préciser que les deux rapports indiquent que le tir à la tête a été la cause du décès, d'accord? Gisèle n'est pas morte par asphyxie, strangulation ou pendaison, mais les marques sur le cou et le visage étaient enregistrées et doivent être expliquées. Dans le cadre de l'enquête, les experts ont également constaté l'absence de blessures typiques de défense sur les mains et les bras de Gisèle. Sur la base des nouvelles preuves, le 10 mars, la justice de São Paulo a décidé que l'affaire serait désormais enquêtée comme un féminicide et non plus comme un suicide, comme cela figurait dans le premier rapport. Avec l'avancée de l'enquête, le lieutenant-colonel a alors été temporairement écarté de ses fonctions. La relation et les deux preuves concrètes. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, la famille et les proches de Gisèle ont apporté des témoignages sur la relation du couple.
Selon eux, Geraldo ne lui permettait pas d'aller à la salle de sport sans sa compagnie et lui interdisait même de porter du maquillage ou des talons hauts. Mais il est important de dire qu'entre les perceptions et les preuves, il y a une différence, n'est-ce pas? Et l'enquête, bien sûr, devra faire la part des choses. Mais 2 preuves concrètes ont été présentées dans la procédure. La première est un échange de messages entre Geraldo et le cousin de Gisèle, effectué via son profil sur un réseau social auquel le mari avait accès. Le lieutenant a contacté le cousin et a clairement dit qu'il ne voulait plus de son épouse. En discutant avec lui, le jeune homme a expliqué qu'ils se connaissaient depuis l'enfance et qu'il n'y avait aucun intérêt amoureux. Geraldo a mis fin à la conversation. Les captures d'écran de cet échange ont été ajoutées au dossier et la deuxième preuve est la plus directe. Geraldo a envoyé à Gisèle une vidéo dans laquelle il apparaît en train de pointer une arme sur sa propre tête, menaçant de se suicider si elle l'abandonnait. Inquiète par la menace, Gisèle aurait alors transféré la vidéo à sa mère, à son père et à son frère. Peu de temps après, elle-même a supprimé le fichier, mais son frère l'a gardé. Et cette vidéo est devenue l'une des pièces les plus importantes de l'enquête. Geraldo a répondu que la vidéo est fausse, créée par l'intelligence artificielle. Concernant les marques sur le cou, il a affirmé qu'elles avaient été faites par la propre fille de Gisèle, qui avait, selon lui, l'habitude de s'agripper fortement à sa mère. Il a ajouté aussi qu'il a l'habitude de se ronger les ongles et que, pour cette raison, physiquement, il ne pourrait pas avoir laissé les marques d'ongles sur sa peau. La défense de Geraldo, Leite Rosanetto, a informé qu'elle n'avait pas eu accès au rapport d'exhumation et, dans un premier temps, ne s'est pas prononcée sur son contenu. Par conséquent, nous avons des réserves jusqu'à ce point. Mais où en est l'affaire maintenant? L'enquête se poursuit évidemment, menée en parallèle par la police civile et la police militaire. La procédure est désormais sous secret judiciaire. Donc beaucoup de questions restent encore sans réponse et probablement, jusqu'à la conclusion de toute cette affaire, elles le resteront, du moins pour nous, le grand public. La famille de Gisèle est représentée par l'avocat, le docteur José Miguel Silva. Et un détail qui complète le portrait de cette affaire, c'est que le 18 février, le même jour où Gisèle est décédée, le journal officiel de l'État de São Paulo publiait sa promotion pour travailler au tribunal de justice de São Paulo. Regardez, une augmentation de salaire d'environ 30%. Je dirais que c'est une ironie du destin vraiment insolite et très triste. Ce n'est pas une grande incompréhension qui a mené à une tragédie extrêmement, avant tout, je dirais, triste et déplorable. Une mère très jeune laisse derrière elle une petite fille, encore toute petite, qui va grandir sans sa mère. Qui en fait s'est passé dans cet appartement? Il est évident que la police devra répondre, c'est une enquête. Mais d'après tout ce qui a été soulevé jusqu'ici, ce qu'on a de concret, ce sont beaucoup de choses qui nécessitent plus d'éclaircissement, n'est-ce pas? Je veux aussi exprimer ici nos sincères condoléances à tous ceux qui connaissaient Gisèle, surtout à sa famille. Et nous espérons que cette affaire sera résolue comme elle doit l'être et qu'il ne restera aucun doute sur ce qui s'est passé là-bas, pour toutes ces raisons. Donc, si vous vous sentez à l'aise, l'espace thérapeutique des commentaires est là pour que nous puissions discuter un peu plus de cette affaire. S'il y a des mises à jour, je reviendrai ici. Merci beaucoup pour votre compagnie, un bisou de Ruivo, et à très bientôt dans un prochain épisode de Ruivo News.